Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Métraillé, l'auteur de ce Crétin de machin, dont nous parlerons en cours de route, et qui nous a apporté 3 livres, comme mes autres invités. Le premier, c'est de Christian Bobin, Tout le monde est occupé. Alors, pourquoi ce livre et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre? Alors, Christian Bobin, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu dans mon adolescence et jeune adulte. Parce que c'est un auteur qui manie les mots, qui arrive à imager des situations. Donc j'ai toujours bien aimé son phrasé, et puis finalement d'une situation à une autre, on voyage beaucoup. Donc il a un langage très fleuri. Puis ce livre, Tout le monde est occupé, c'est finalement presque un peu une comédie avec une petite fille qui s'appelle Manège, qui vient au monde d'une maman qui tombe enceinte à chaque fois qu'elle tombe amoureuse. Puis sa maman, elle plane un peu comme ça. Mais j'aime bien cette idée que finalement les adultes, on plane comme ça, puis que les enfants, ils regardent les adultes, l'air de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, nous recommandons aussi pour la plume, il a une magnifique plume poétique, Ouais. Christian Bobin. Et le deuxième, on est dans un autre registre ici, Comment je suis devenu stupide. Alors, comment Jacques Métraillé est devenu stupide? Ouais, alors, bonne question. Un travail de tous les jours, un quotidien. Mais non, comment je suis devenu stupide, c'est le premier livre best-seller de Martin Page, qui est un livre humoristique. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'en lisant, on pouvait rire avec lui. C'est l'histoire d'Antoine qui s'estime décalé par rapport au monde, et son interprétation de son décalage, c'est qu'il est trop intelligent. Alors il va essayer de devenir stupide, et il va tenter plein de stratégies pour devenir bête et stupide. Il va essayer de devenir alcoolique, mais il est allergique à l'alcool. Il va essayer plein de choses, et on suit en fait finalement avec beaucoup d'humour un regard aussi sur la société par cet Antoine qui va Alors, devenir stupide. ça donne envie de lire, voilà ce petit ouvrage. Et puis le dernier, alors Edmond de Alexis Michalik. Là, on est dans un autre registre. Alors c'est un autre registre, c'est simplement pour un petit clin d'œil au théâtre. C'est une pièce qui explique et qui suit Edmond Rostand en train de créer son chef-d'œuvre de Cyrano. Et il y a un parallèle entre la vie d'Edmond et finalement ce qu'on retrouve dans l'aventure de Cyrano de Bergerac. Et puis c'est une pièce que j'ai eu l'occasion d'aller voir à Paris avec mes enfants, avec la famille. C'est aussi un livre, et c'est aussi un film. Donc le théâtre, ça peut être magique quand c'est bien fait, c'est très très moderne, ça peut être lu, on l'oublie aussi. Donc c'est vraiment une pièce qui est magnifique, qui a gagné plein de prix. Donc c'était juste un petit clin d'œil pour dire qu'il ne faut pas oublier le théâtre. Et puis alors, j'ai pris l'habitude depuis quelque temps de prendre le dictionnaire du diable de Ambroise Bierce, et puis de prendre une définition au hasard, c'est jamais tout à fait au hasard. Ici, j'ai un illustre personnage valaisan comique, alors je vais prendre le mot illustre, qui est un adjectif avec une définition très brève, et je te demanderai de réagir brièvement. Ouais. Illustre, idéalement placé pour les flèches de l'esprit, de l'envie et du dénigrement. Alors là, il y a une petite notion, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup l'autodérision. Alors, on se considère être un illustre personnage. Alors, j'ai envie de confirmer avant de parler. Là, il y a des moments d'autodérision tout à fait clairs. Oui. Donc, tu aimes l'autodérision, et alors... Il faut faire les choses avec sérieux, sans trop se prendre au sérieux, mais que ce soit dans tous les domaines. Et si on arrive à faire ça, souvent le plaisir, il est décuplé finalement. Donc on doit faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce qu'on a fait pour le livre. J'allais dire le film encore, on ne sait jamais. Non, le livre. Mais aussi un peu dans tout ce que je fais, j'aime bien avoir un regard un petit peu, pas au-dessus de la mêlée générale, mais de m'aider à moi. Pour me dire, bon, finalement, on est illustre si on veut, mais on est des fois dans les lustres, voilà, plutôt qu'illustre. Alors, j'ai le plaisir de présenter un livre, avant de parler d'autre chose avec Jacques Métraillé. Ce livre, c'est Ma Juge. Je le recommande ici à la communauté de l'Index et aux lecteurs. Pourquoi? Parce que j'ai rédigé toute une série de patatras, et ici vous avez l'exact opposé des patatras. On a la parole d'une juge, et je recommande vraiment à tous les intervenants sociaux, aux assistants sociaux, à tout un chacun, ce livre de Fabienne Pro-Jeanneret, qui a un mari avocat,
paraît-il, c'est le défaut de son époux. Il y a une petite anecdote à ce sujet dans la préface. Mais très sérieusement, je le recommande vivement aux lecteurs des Patatras. Vous aurez un regard inverse de celui que je pose comme avocat sur des situations qui sont très difficiles. Il est sur ma table de nuit, donc je vais commencer ce soir. Ah voilà, c'est très bien. J'ai en face de moi, pas un humoriste, j'ai un homme très sérieux, puisqu'il est directeur du centre valaisan de compétences financières. Quel est le titre? Centre de cautionnement et de financement, SA. Centre de cautionnement et de... Alors, j'ai un économiste, une formation d'économiste à l'origine, etc. Alors, la question que j'ai envie de lui poser, c'est quoi son regard de l'économie par rapport à la culture? Notamment, est-ce qu'on n'a pas une sorte d'indélicatesse dans le saupoudrage tous azimuts des subventions qu'on accorde au monde de la culture de façon très parcellaire? Est-ce que, et je lance le débat là-dessus, est-ce que peut-être ça serait mieux de faire de plus grandes productions avec moins de saupoudrage, ou c'est mieux du saupoudrage avec moins de grands projets? Alors, tu viens tout de suite sur des questions assez sérieuses, hein, puis finalement, il y a beaucoup de cultures différentes, hein, il y a beaucoup de thèmes dans la culture, donc ce qui est vrai pour un secteur n'est peut-être pas pour l'autre. Parlons théâtre, puisque c'est un domaine que tu connais assez bien. Voilà, peut-être par rapport au théâtre. C'est clair que dans mon travail, nous, on donne des aides financières à des entreprises. Et puis finalement, ce n'est pas toujours en donnant le maximum qu'on peut qu'on a le plus grand des effets. C'est-à-dire que des fois, quand on aide une entreprise, en donnant peut-être simplement la moitié de ce qu'on peut donner, ça aura un effet de levier sur d'autres financements qui vont arriver. Ou selon le soutien qu'on peut accorder, ça va pousser l'entreprise à commercialiser son produit là où elle n'allait pas avant. D'accord ? Donc l'aide financière, si elle est bien accordée, elle peut avoir un effet duplicateur et double ou triple par rapport au montant qui est donné. Alors ça, c'est le principe de base de l'aide financière. Par rapport à l'art, ce qu'on doit faire attention, c'est à ne pas nécessairement financer que l'acte de création. Si je fais un parallèle avec mon métier de financeur d'entreprise, le produit, il est important, mais la façon de le vendre, la façon de poursuivre son idée jusqu'au bout, de la faire évoluer pour qu'elle rencontre un client, pour qu'elle rencontre un marché, est parfois beaucoup plus importante que le produit lui-même. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant financer des produits qui sont mauvais, mais enfin, on a toujours plus de chances, si on est un bon vendeur, de vendre un produit mauvais que si on a un bon produit et qu'on est incapable de le vendre. Avant de poursuivre cette route, il y a une parenthèse que j'aimerais ouvrir. J'étais en train de me demander, est-ce que le monde culturel, il peut être financé par ton établissement, enfin votre établissement, ou bien c'est complètement exclu, c'est que des produits industriels ou de distribution, etc. Alors, le cœur de métier du Centre de cautionnement et de financement est de financer des entreprises qui ne sont pas nécessairement des créateurs culturels. Par contre, on a eu financé des vendeurs de culture, c'est-à-dire des organisations qui mettaient en avant des produits culturels qui devient donc finalement et qui régit du marché non subventionné. On a eu fait des ponts comme ça. Et moi, je crois que c'est important de ne pas nécessairement classer en disant « ok, c'est de l'économie ou c'est de la culture ». Il y a quand même pas mal de prestations, de services, de produits qui peuvent être entre les deux. D'accord ? Et puis qu'on doit analyser, je dirais, c'est pas noir, c'est pas blanc, ça peut être gris. Et on a quand même un petit peu ce regard-là. Mais alors, toi qui a un regard, on va dire, double, culturel, on va parler naturellement de ça après, puisque c'est la raison de ta venue ici, mais aussi ce regard financier, économique, etc. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à ces metteurs en scène qui tentent de trouver le public dans le théâtre, ou etc. Puisqu'en Valais, on en a plein de ces gens-là. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là dépassent simplement, finalement, le succès d'estime et pourraient rencontrer un succès financier? Bon, déjà, j'ai quand même l'impression que beaucoup de metteurs en scène, d'artistes valaisans se débrouillent très bien, d'accord ? On a cette image de l'artiste
Mais l'artiste actuel, moderne, c'est un entrepreneur. Il entreprend des projets, d'accord, où il va trouver du financement, que ce soit public, que ce soit parapublic, via des sponsors, via des entrées. C'est vraiment des budgets qui sont faits très sérieusement, d'accord. L'artiste qui plane un peu au dehors de toute réalité économique, on s'éloigne quand même de ce schéma de plus en plus et on professionnalise l'action de mener un projet culturel. Ça, je crois qu'il faut vraiment, moi je l'ai constaté, la part de management, d'organisation, de gestion de projet, elle est très importante chez l'artiste. Ce sont des entrepreneurs avec des produits un peu particuliers parce que souvent, ils mettent quand même beaucoup d'eux-mêmes dans cela. Mais est-ce que ce discours-là, il est bien reçu par l'artiste créateur? Non, mais je pense quand même de plus en plus parce que les formations artistiques actuelles, c'est des formations qui sont certifiantes, c'est des formations qui intègrent ces notions-là budgétaires et financières. Donc je pense de plus en plus et je crois que de plus en plus il y a aussi des cours, des stages ou des conférences qui sont organisées par le Canton du Valais ou pour eux pour bien éclairer l'artiste dans cette réalité-là, qui doit aller dans le sens aussi de devoir mener un projet financièrement parlant, pas uniquement artistiquement parlant. Alors ça peut casser un petit peu le mythe, etc. Mais je pense qu'on arrive à trouver quand même des croisements intéressants sans nécessairement perdre son âme d'artiste. Pour faire le lien un peu au hasard, j'ai bien posé cette question. Comment tu te voyais à 10-12 ans? Est-ce que tu te voyais plus humoriste, économiste ou autre chose? Parce que je dis toujours qu'une passion, notamment, elle est inscrite dans peut-être la petite enfance ou l'adolescence. Alors pour Jacques Métraillé, cette question-là, est-ce qu'elle fait surgir quelque chose en lui? Ah oui, alors bon, moi j'ai toujours eu cette aspiration artistique depuis 10-12 ans. On parlait de Cyrano avant, je me rappelle que c'était une révélation quand j'avais vu le film, j'ai commencé à faire du théâtre par rapport notamment à ça, etc. Pour moi, ça a toujours été clair que ça allait être un pilier important de ma vie. Mais ce pilier important, quand même, tu as fait des études d'économie, qui est quand même quelque chose d'un peu différent, on va dire. Oui, bien sûr. Quoique de nouveau, par rapport à l'entrepreneur et l'artiste, moi je vois beaucoup de similitudes. Parce qu'il faut à un moment donné, quand on crée quelque chose ou quand on crée une entreprise, il faut aller au-delà des frontières qu'on nous a imposées à un moment donné. Et je vois pas mal de parallèles. Mais enfin, peut-être celui qui m'écoute, il est en train de dire, mais c'est évident, l'économie et l'humour, c'est quelque chose de totalement différent. Là, je dirais aux gens d'aller voir TikTok et d'aller voir comment il explique la comptabilité, débit, crédit. Parce que personnellement, souvent quand je dis, mais la comptabilité c'est tout simple, il faut distinguer la gauche de la droite, on a tout compris. Mais il y a des juges, même fédéraux, qui confondent le débit et le crédit, puisque dans les comptes bancaires, le débit et le crédit est à l'inverse de l'autre. Enfin, je conseille d'aller voir TikTok. Je ne sais pas si on peut trouver facilement cette... C'est sous Jacques Métraillé, c'est vrai que j'ai fait une petite série, La Génération Z pour les nuls, vue par un nul, le nul c'est moi, pour m'adresser et parler de sujets de jeunes, vu par un daron de 40 ans, et je fais une petite explication de la comptabilité. Parce que la comptabilité, ça semble très compliqué, mais c'est beaucoup une question de vocabulaire. Il faut déjà, quand on est jeune, comprendre ce que c'est une banque, que la banque, il n'y a pas que papa comme banque, il y en a d'autres, d'accord? Qu'est-ce que c'est un débiteur, qu'est-ce que c'est un créancier? C'est pour les jeunes qui apprennent la comptabilité. Mais moi-même, à l'école de commerce, j'ai eu un repas avec des anciens d'école de commerce il y a quelques semaines, dont Benoît Schmitt, qui a fait le livre. Me voyez donc passer ce crétin de machin avec moi. Et il riait beaucoup parce que j'étais un peu nul en compta. Mais parce qu'il m'a manqué des cours de vocabulaire pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les écritures comptables. Et si on ne comprend pas ça, voilà. L'économie c'est la même chose. On croit que Jacques Métraillé plaisante, mais j'ai fait une licence en sciences économiques et industrielles, mais en gestion d'entreprise. Et je dis très sérieusement, par exemple aux magistrats qui m'écoutent, que quand on a des passifs transitoires
et des actifs transitoires, c'est assez bien de comprendre la signification Voilà. d'abord du mot transitoire et ensuite du mot actif. Et puis ensuite, ça sera assez facile de faire gauche-droite. On est d'accord. Hein, D'accord. j'exagère pas en fait. Non, hein. mais finalement, ce cours de vocabulaire, il n'est pas encore tout à fait inscrit dans les premiers cours de comptabilité, d'après ce que j'ai pu constater avec mes enfants. Ouais, on préfère avoir la barre hantée pour distinguer la Exact. gauche et la droite. Alors, comment on en vient on fait des études d'économie, puis on a cette passion qui vient de l'adolescence, etc. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, je vais passer du côté, on va dire, culturel. Ouais. Comment c'est arrivé chez toi, ça? Mais moi, disons que ça m'a toujours accompagné l'envie d'écrire. En fait, c'est pas une envie, c'est un besoin. Je suis bien dans mes baskets que si j'ai une part artistique régulière. D'écriture, ça peut être pour le livre ou de spectacle avec le... D'accord. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais mis un peu ça en parenthèse, notamment quand j'étais nommé directeur du centre de cautionnement et de financement. J'étais nommé très jeune, j'avais 30 ans. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était soit je partais comme professionnel dans l'humour, et il y a eu cette position qui s'est libérée, et puis finalement, je me suis pris un peu au jeu, puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire ça quelque temps quand même, et puis j'y suis allé. Mais j'ai mis ça un peu en parenthèse, j'ai vu que ça me convenait pas. Donc finalement, il faut que je puisse avoir une partie artistique, en tout cas importante dans ma vie. Donc ça a toujours été là. Avant de parler humour, on pourrait parler théâtre, parce que le théâtre, Oui. c'est quand même quelque chose qui est assez important, Oui. qui peut coller d'ailleurs avec l'humour, peut-être on en parlera après, mais Oui. le théâtre, c'était d'abord le théâtre avant l'humour. Je pense que les premières scènes, ça a d'abord été lors de mariages, de famille, où je faisais des petits sketchs, mais très rapidement, ça a été le théâtre, Roméo et Juliette, ou encore enfin, d'autres pièces comme ça. Très jeune, à l'école de commerce, au cycle. Puis après, j'ai rencontré tout d'abord Bernard Sartoretti, lors de soirées multi-humoristes que Frédéric Recrosio organisait. Il m'avait vu sur une scène ouverte et puis il m'a pris gentiment avec lui pendant plusieurs soirées où je faisais des sketchs. Et là, j'ai rencontré deux personnes. J'ai rencontré Dominique Fumeau, qui était donc le promoteur de Martinique, c'est une pièce de théâtre avec Yann Lambiel, qui m'a repéré, qui est décédé malheureusement. Et il m'a pris dans cette troupe. D'accord. Et avec Bernard, on a travaillé sur plusieurs pièces. Donc Bernard, c'est un peu mon papa de théâtre. On a fait 4, 5, 6 pièces en tout cas ensemble. Et on continue à se côtoyer régulièrement. Donc ça a toujours été un peu là. Et puis d'un projet, ça appelle un autre, etc. Et alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est aussi pour la sortie de ce livre, mais où est donc passé ce crétin de machin, qui a fait référence au fait qu'effectivement, c'est un livre en binôme, puisqu'il y a Benoît Schmitt, qui fait des dessins. Il y a des parties qui sont exclusivement en bande dessinée, certaines pages. Il y a des petits dessins qui se recouvrent à la fin ici, à travers cette histoire. Oui. Alors, on va dire c'est de l'humour sociétal, familial et de l'autodérision au niveau type d'humour. Hein. On n'est pas dans l'humour politique, on n'est pas dans l'humour sexuel, on n'est pas dans l'humour grossier, etc. On est plutôt dans l'humour de situation, mais où la famille, en tout cas dans ce livre-là, joue quand même un rôle assez clé, parce que c'est un petit événement, peut-être tu peux le pitcher pour ceux qui nous écoutent. Oui. Alors c'est effectivement un événement qui nous est arrivé. On partait à Legoland avec ma famille pour 2-3 jours. Contraint et forcé. Hein. Contraint et forcé, parce que moi j'aime pas les Legos, je suis légophobe depuis que plusieurs Noëls où j'ai dû passer des heures à construire et monter, remonter les Legos de mes enfants. En plus, moi, je suis plutôt un intellectuel, pas un manuel, donc c'était très pénible pour moi toute cette période de mes enfants avec les Legos. Mais on a dû aller à Legoland et puis notre chien s'est enfui du refuge dans lequel il était. Et le bougre, il a mis des tubes, donc c'était un petit peu la stupeur familiale. Et quand on est revenu de Legoland, j'ai passé 3 jours avec mes enfants à courir après ce crétin de machin. Donc, le crétin de machin, c'est le chien, c'est pas moi. Il faut préciser, ça aurait pu. Mais on a passé 3 jours à le chercher entre Fuy, partout, un petit peu dans le Valais central. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont venus nous aider.
Et on a rencontré plein de personnes atypiques, intéressantes, des personnes âgées qui ont fait du sirop pour les enfants. Il y a tout d'un coup un groupe qui s'est formé sur les réseaux sociaux pour aller à la chasse à notre chien, pour nous aider. Alors c'est vrai que le jour où j'ai un problème, moi personnellement je mets une fourrure. Parce que alors là, en tout cas, Jaïko, il a été soutenu, mais par des dizaines et des dizaines de personnes. Et puis bon, je ne vais pas spoiler la fin, vous verrez bien, mais ça se finit bien quand même, ça se finit bien. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un livre éminemment politique. Là, tu te demandes qu'est-ce que je vais te sortir comme analyse. Je sais. Parce que la démocratie dans les choix familiaux se compose d'une façon. Enfin là, je me suis reconnu. Je me suis reconnu en tout cas. Alors, quelle est la démocratie de la famille Métraillé? Alors, c'est très drôle ça, parce que moi j'ai toujours écrit comme si finalement ce qui arrivait, parce que c'est clair que c'est un petit peu mon alter ego, d'accord, mais comme si c'était pas vraiment moi. Ce qui me permet de déborder et de dire un peu tout et n'importe quoi. Mais tu utilises ton nom, il n'y a pas de signifiant autre. J'utilise mon nom. Alors, les enfants, c'est pas leur nom, ma femme non plus. Mais en fait, c'est une caricature. Et puis dès qu'on caricature, c'est plus la vérité. Et puis heureusement, ça se passe pas tout à fait comme dans le livre, dans notre couple. Donc, mais il y a un petit, je dirais, une sorte d'analyse de comment peut fonctionner un couple et qui fait ressortir... Une famille, pas seulement un couple, une famille aussi. Les enfants ont leur rôle à jouer. Exactement. Dans la fratrie, chacun a son rôle, etc. Alors, il y a certains aspects qui sont clichés, mais ce qui permet à tout à chacun de se retrouver un peu dans le bouquin à un moment donné, quoi, finalement. Et puis alors, comment on en est venu passer du livre finalement à un livre illustré? Benoît, j'espère qu'il va venir, j'espère qu'il va venir sur le divan parce que je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Donc il y a un écrit, puis en cours de route, alors il y a des dessins qui interviennent. Alors là, il y a peut-être deux, trois choses. C'est que moi, j'ai toujours bien aimé travailler en groupe sur mes différents projets. Alors c'est toujours des projets que je porte parce que vu que j'ai un emploi du temps professionnel et familial assez chargé, pour les répétitions, etc., c'est clair, quand on travaille un petit peu seul sur scène, c'est plus facile de s'organiser. Mais j'ai toujours avec moi une équipe pour mon spectacle L'Effet Libellule, peut-être qu'on en parlera après ou pas, mais je travaille avec Sandrine Biglino pour la mise en scène. Pour les autres spectacles, c'était avec Bernard Sartoretti. Et puis, j'aime bien partager, laisser la place aussi à d'autres autour de mes projets. Et j'avais écrit ce livre qui aurait pu être un spectacle en fait. On a fait une lecture avec Bernard Sartoretti du premier scénario. Et Bernard m'a dit, mais écoute, ok, il peut être joué, mais lu, c'est vraiment super rigolo. Et ça m'a fait tilt parce qu'une semaine après, j'ai vu Benoît Schmitt, avec qui j'ai fait l'école de commerce. On a fait l'école de commerce ensemble. Lui faisait déjà des dessins pendant les cours. Moi, j'écrivais des blagues, d'accord. On était les deux perchés déjà dans nos arts respectifs. Et puis, on s'est un peu perdu de vue. Puis, je l'ai revu faire une pièce de théâtre où lui, enfin, il faisait des dessins en live. Il le fait d'ailleurs toujours avec Alios maintenant. Et c'est vrai qu'à la sortie, je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit faire. Soit un spectacle, ou soit un livre. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai relu le bouquin. Et j'ai dit, non, mais c'est clair, il y a des passages très... C'était vraiment l'objet que j'ai imaginé. Donc l'objet était fini lorsqu'il a fait son premier dessin? Non, alors l'objet, le livre pouvait se lire sans les dessins. Et ensuite, je lui ai donné carte blanche. Et je lui ai demandé de avec le texte final. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a hésité parce que je voyais très bien certains passages où on pouvait faire de la bande dessinée. Mon idée on le sent clairement. Ça, on aurait pu imaginer tout ça en bande dessinée. En fait. Oui, on aurait presque pu effectivement. Maintenant, comment dire, quand il a reçu le scénario, il a mis plusieurs mois pour lire, etc. Enfin bref, après il est revenu. Et la première proposition, il n'y avait pas vraiment de bande dessinée à l'intérieur. Et je lui ai dit, essaye de faire 2-3 planches. Et il l'a fait. Alors c'est clair que quand il y a des planches de BD, le texte a été revu
pour que ça passe dans les bulles, d'accord. Mais il a fait 2-3 planches et il s'est pris au jeu et finalement il y en a quand même une série. Ouais, à l'intérieur. Et quelle est la place, je montre ici l'autocensure, quelle est la place de l'autocensure, même dans ce petit récit sociétal, familial, je dirais amical? Là, j'ai 2 sujets. Le premier, c'est vrai que, vu ma position, j'évite de faire des vidéos sur des sujets d'actualité qui pourraient toucher à mon job. Ah oui, alors D'accord. là, j'allais naturellement parler de ça après, D'accord. mais je dirais Alors, juste ici- là-dedans, juste dans Alors, ce livre-là. Ici, et ça peut perturber un peu les gens, parce qu'effectivement, il y a une base un petit peu véridique, mais elle peut être selon, parce que j'ai écrit 3 spectacles, un livre, j'en ai écrit encore un autre, donc je m'autorise tout. Il y a eu 2 fois où j'ai pas matérialisé une scène que j'avais en tête parce que ça aurait pu mettre mal à l'aise mon fils ou ma fille parce qu'ils sont à l'école et puis c'est pas le but. Mais je crois que c'est arrivé 2 fois. Sinon, quand j'ai l'idée, j'essaie de ne pas me censurer parce que finalement, je pars du principe que c'est des personnages et puis voilà. Mais c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne dissocie pas ce que l'artiste dit de l'individu. Et de plus en plus, on fait du stand-up où on a l'impression que c'est finalement l'artiste, ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit à 100%, Toi, et c'est son opinion. Toi, tu es plutôt distinction que tu m'as apprise, le one-man show avec l'aspect théâtral plutôt que du stand-up, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que l'expression, Ouais. là, j'invite également à aller voir les TikTok ou les Instagram. C'est sous Jacques Métraillé, c'est très simple à trouver. On voit que l'expression a quelque chose de très important pour toi, Oui. en sus des mots. Hein. Tout à fait. Maintenant, il y a peut-être certaines catégories de travail d'humour pour lesquelles ça se prête moins. Je suis en train d'essayer de réfléchir à des chroniques radio, à des choses où il faut quand même qu'il y ait beaucoup plus de naturel. J'y travaille, mais c'est un travail parce que mon naturel fait que je suis très expressif. J'ai fait du théâtre, je viens plutôt du théâtre. Donc, est-ce que c'est faux de dire ton naturel, c'est d'exagérer l'expression faciale, par exemple, ou bien Oui, alors c'est vrai que ça... l'expression ouais, corporelle de manière... Oui, en tout cas, à un moment donné, je l'ai fait beaucoup, maintenant je le fais moins, d'accord, parce qu'on varie, ça dépend aussi, il ne faut pas à chaque fois sortir la même recette du chapeau. L'effet libellule, mon spectacle actuel, il y a très peu de visuel et de mimique, parce que j'ai voulu tenter autre chose. Mais je viens plutôt de ça, effectivement, plutôt de la commedia dell'arte, où il faut être Puis assez... alors, celui qui ne connaît pas du tout le théâtre, ça je sais que je vais dire une grande bêtise, on se dit, mais pourquoi un metteur en scène, là c'est Sandrine Viglino, par rapport à quelqu'un qui est tout seul sur scène? En quoi c'est très important? Comment expliquer aux gens pourquoi c'est essentiel dans le spectacle? Pour l'effet libellule, alors pour mes autres spectacles, Bernard, là pour l'effet libellule Sandrine, elle est capitale parce que typiquement, le premier jet d'écriture, c'est une 40aine de pages que j'ai envoyé d'abord à Yann Languel qui me suit depuis des années. Il a donné un premier retour. Ensuite, je fais déjà 2-3 corrections, 4-5 pages. Ça, c'est l'amélioration du texte, on va dire. Non, c'est les grandes lignes. D'accord. C'est ça, il y a des sujets là, regarde, ça peut faire rire que toi, c'est cool. Toi et moi, on te connaît, c'est machin, mais pour le public, ça n'intéresse pas. Bon. Donc j'en ai déjà 4-5 pages. Puis après, j'envoie à Sandrine. Donc c'est le regard de l'expérimenté humoriste qui se fait public pour savoir si ça va être accepté par moi et par n'importe qui. C'est comme l'entrepreneur qui suit que ses envies. À un moment donné, il doit suivre aussi quand même un petit peu d'accord, ce que le client souhaite à un moment donné. Donc c'est une histoire de compromis. Le spectateur. Là, en l'occurrence, le spectateur. Voilà. Et c'est possible de trouver des compromis sans trop se trahir. Après, j'envoie à Sandrine qui va m'aider à trier déjà les idées, les incohérences. Donc j'ai un travail de texte et ensuite le ton. Et c'est vrai qu'elle va amener toute la mise en scène, le positionnement, etc. Ce regard extérieur, il est capital. C'est quand même très rare hein, des artistes qui font le texte. Même Fred Recrosio, maintenant, il travaille avec Yann Marquet pour la mise en scène. Alors Sandrine, elle a été capitale parce que aussi, on avait les deux des plannings assez chargés.
et on a des rythmes de travail très rapides et on s'est très très bien trouvé. Donc je Mais suis très content. pratiquement, ça se passe comment? Ça se passe dans une chambre, deux, l'un à côté de l'autre, ou... Alors, non, alors la première lecture, elle le fait bien sûr Chez elle? en prenant le temps. On voit le manuscrit et puis elle fait déjà une première lecture. Puis ensuite, on a fait déjà 1 heure et demie de discussion, mais où on n'a quasiment pas parlé du texte. On a parlé de où est-ce que je voulais aller. Je voulais aller un peu plus, un peu moins dans le théâtre, diversifier un petit peu mon savoir-faire. Et ça, la première fois, les 2 premières fois qu'on s'est vus, c'est des séquences de 1 heure à 2 heures, pas plus. On parle de là où on veut aller, sans regarder le texte. Et ensuite, c'est des brides, donc elle va donner des indications, de dire ok, là il y a trop de sujets, etc. C'est des lectures rapides beaucoup, d'accord? Donc, et c'est en amont, c'est peut-être 12 mois avant de monter sur scène, on s'est vu peut-être 5-6 fois comme ça, où elle donne et moi je retravaillais le texte. Elle m'a donné beaucoup de travail à faire, voilà. Tu as fait allusion tout à l'heure, je t'ai interrompu, sur le rôle que pourrait avoir ta fonction professionnelle, on va dire para-étatique, assez proche du gouvernement, on peut dire, des milieux économiques, on va dire. Est-ce que tu sens en toi le fait que ce positionnement-là fait que tu vas t'éloigner volontairement, c'est pas de l'autocensure, mais volontairement de certains disons, espaces drôlatiques ou comiques ou ironiques qui font que tu te dis non, je ne vais pas me concentrer là-dessus, je vais voir d'autres éléments. Oui, parce que bon, déjà, j'ai beaucoup traité de la famille, du couple, des enfants, parce que je me suis peut-être pas trop tourné vers l'actu, vu que j'avais une fonction, je dirais, dans l'économie cantonale, où il y a quand même un certain rôle, donc je pourrais peut-être pas faire des blagues sur certaines entreprises qui sont connues, mais qui ont tout d'un coup une affaire ou quelque chose. Et puis devoir prendre une décision pour un financement. On dirait par exemple les travers des banquiers, c'est pas... Alors, ça c'est autre chose, et c'est vrai que ça j'ai utilisé en faisant des personnages, d'accord. Et maintenant, je vais commencer de plus en plus à parler de manière un peu naturelle, mais pas d'affaires ou de faits d'actu, mais de comportement humain qu'on retrouve, je dirais, dans l'actu, d'accord. Et j'ai remarqué aussi, en ayant fait 2-3 essais là, que c'est pas du tout incompatible avec ma fonction, mais il faut quand même réfléchir à d'autres choses. Je vais pas poster tout et n'importe quoi sur les réseaux. Alors si, je fais tout et n'importe quoi. Mais dans un registre. Mais dans un registre. Voilà. Là, on invite encore une fois les gens à aller voir TikTok et Instagram. D'ailleurs, c'est pas la même chose. Hein. Non. Tu fais une distinction, explique rapidement qu'est-ce que les gens y trouveront sur Instagram et qu'est-ce qu'ils trouveront sur TikTok. C'est-à-dire que, de nouveau, là, j'ai fait une série de vidéos, comme si c'était un personnage de daron, d'accord, qui parle de ses enfants. Pour l'instant, les contenus sont identiques, mais les réactions sont différentes. C'est-à-dire qu'on constate que tout d'un coup sur TikTok, il y a certaines vidéos qui peuvent intéresser, vraiment susciter des commentaires, des likes et beaucoup de vues, et pas du tout sur Instagram, tout simplement parce que le public est beaucoup plus jeune sur TikTok, et puis peut-être un peu moins jeune sur Instagram, et puis encore moins jeune sur Facebook. Et sur les 3 réseaux, on voit que ce n'est pas les mêmes vidéos qui peuvent fonctionner. Donc ça, c'est très intéressant à voir, que finalement, selon le type de vidéos, elles vont toucher plutôt des jeunes. Alors, ça semble évident, mais c'est vrai que je ne m'étais pas imaginé autant. Alors, je me dis qu'un économiste qui a suivi aussi des cours de marketing, etc., c'est pas indifférent qu'il fait comme produit annexe ça, qui est distribué, je crois, enfin, on peut acquérir dans des pièces. Alors, peut-être expliquer la cohérence, en tout cas dans ton esprit, de ce livre, de TikTok, d'Instagram, du théâtre et de tes projets futurs. Oui, bon, alors, le livre, par rapport à la cohérence du spectacle, on retrouve des personnages, il y a 1 ou 2 personnages récurrents qui reviennent dans les spectacles, et puis on suit toujours
Jacques et sa famille. Alors dans certains spectacles, c'était que des personnages. Dans le nouveau spectacle, il y en a très peu. C'est plutôt moi qui m'adresse au public. Mais enfin, on retrouve un petit peu le cheminement de Jacques, je dirais, au fur et à mesure des années. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Libre. Alors, parce que j'avais comme modèle à un moment donné un Philippe Cobert, qui jouait notamment dans La gloire de mon père, le rôle du papa, donc de Marcel Pagnol dans le film. J'ai lu le livre, mais alors pas le livre. film. Moi j'ai lu le livre aussi, Ouais. mais il y a le film, il y a la trilogie, Château de ma mère, etc. Et lui a fait un pan de sa vie quand il était acteur au Cirque du Soleil. Donc, et il a appelé son rôle, son alter ego, Ferdinand, et il a une tranche de vie. Il a fait 4 ou 5 épisodes de 2 heures, 3 heures, 4 heures, où il joue tous les personnages. Et il a un succès monumental partout où il va. Donc il a fait presque 1 million de spectateurs. Philippe Cobert. Philippe Cobert. Alors, l'idée de base, à un moment donné, c'était d'arriver à ça, d'arriver à jouer tous les personnages d'une pièce de théâtre, un petit peu, alors comme lui, c'est impossible, mais enfin, dans le mode opératoire. Et lui, en fait, il a traité un pan de vie, mais sur des improvisations. Il a improvisé pendant des semaines, il a fait des vidéos d'improvisation, puis il en a sorti des spectacles. Alors moi, c'est un peu la même chose, c'est que je me suis projeté sur une tranche de vie, de l'arrivée des enfants jusqu'à plus ou moins il y a quelques années, où on suit, et je fais de l'improvisation, mais en tapant. D'accord, je ne fais pas sur scène. Et du coup, c'est sorti 3 spectacles, 4 même, un qui n'est pas encore joué. Et puis ce livre, qui aurait pu être un spectacle qui sera peut-être joué un jour. Donc la cohérence, c'est quand même qu'une bonne partie, il est sorti de ce travail d'improvisation que j'ai fait au clavier en fait. D'accord, sur une tranche de vie, comme si je me regardais un petit peu vivre, mais en exagérant tout et puis en me créant des choses qui n'ont même pas existé également. En t'écoutant, tu n'as pas du tout fait une parenthèse, tu as complètement répondu. J'ai complètement répondu à la question. Complètement répondu. Et puis en lisant ça, et puis en voyant, je me suis demandé, est-ce que tu pourrais travailler avec quelqu'un qui écrit pour toi, ou l'écriture, elle est, comme tu l'as dit au départ de cet entretien, consubstantielle à ce que tu veux faire au niveau de la culture, ou bien tu arrives à imaginer que tout d'un coup, tu puisses lire, entre guillemets, jouer, etc., des textes d'autrui. Non, alors moi j'ai joué, j'ai fait beaucoup de théâtre quand même. J'aime la troupe. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu une distinction entre le théâtre et ce que tu fais tout seul. Oui, alors ça. Théâtre, mais je pourrais tout à fait jouer des textes d'autres personnes. Quand on le fait, il y a même une pression moindre, d'accord ? Quand on est à tous les stades, il y a une pression supplémentaire, etc. Donc non, je pourrais tout à fait jouer un texte de quelqu'un d'autre, s'il me parle, bien sûr, c'est comme tout. Hein. Il faut que ça... Et puis l'humour, si on reste au niveau des humoristes, qu'est-ce qui te touche aujourd'hui, ou disons ces 20 dernières années, qu'est-ce que tu apprécies comme type d'humour? Parce qu'il y a des degrés, enfin des palettes tellement différentes. On peut être sensible à telle et telle personne, et puis moins à d'autres, etc. Bon, c'est pas très original, mais c'est vrai qu'Alexandre Astier est un personnage que je trouve extraordinaire parce qu'il est à toutes les phases de la création de son œuvre. Et il a travaillé Kaamelott, d'accord. Tu l'as découvert à travers Kaamelott ou bien? Moi, je l'ai découvert à travers Kaamelott, comme beaucoup. Mais c'est vrai que cette matière, il l'a travaillé en format 3 minutes, en format 15 minutes, en long métrage. Il écrit la musique, les dialogues, il joue. Et puis il a une notion très familiale aussi. Ses enfants jouent à l'intérieur, ses parents jouent à l'intérieur. Il travaille beaucoup, je dirais, avec les gens qu'il connaît, etc. Donc c'est un modèle inatteignable bien sûr parce qu'il est multi-casquette, ce que je ne suis pas, je ne fais pas de musique, etc. Mais j'aime beaucoup, non seulement bien sûr l'œuvre, mais sa façon de travailler, que je trouve super. L'autodérision que tu as évoqué, lui il en a, et puis ici dedans aussi, et puis en fait c'est, on va dire, une autodérision, comment dire, tendre. Une tendre autodérision envers soi-même, mais quand même en assumant, pas en assumant, mais
en constatant que voilà, il y a des travers, je les assume, je dois peut-être m'améliorer, mais on voit, ça c'est quelque chose Oui. qui est une marque aussi de ce petit livre. Alors du livre, Ouais. mais aussi des spectacles. Moi j'aime bien les personnages, les anti-héros, ceux qui merdent un peu, qui se broutent, d'accord? Parce que en fait on fait que ça un peu dans la vie, hein. Des fois on a un peu de succès, un peu plus, mais enfin on a quand même beaucoup d'échecs pour arriver à quelques succès. C'est une notion que j'aime assez, puis ça met un peu finalement, ouais, un peu de tendresse. C'est sorti assez souvent à la sortie de l'effet libellule, des gens qui viennent en disant mais tiens mais quand même c'est bienveillant. Puis en même temps, il y a des moments qui sont voilà, clairs et nets. Oui, bienveillant, mais c'est aussi un livre, même pour. Il y a quelques personnages qui ne sont pas sympathiques avec le chien. Hein. Oui. On préfère aller chercher sa carabine que de courir après Voilà, le chien et le exactement. retrouver. Voilà. Mais même avec ces gens-là, c'est accepté. Acceptable, disons. Ouais, avec une certaine bienveillance, c'est toi qui as sorti Ouais. le mot, mais Ouais. même avec les méchants, finalement, on se dit, bon, il fait partie de notre race humaine, et puis peut-être qu'on passe son chemin un peu plus vite, Mhm. mais ça fait partie de ma vie, quoi. Exact. Et de la vie de l'auteur Il y a eu des oppositions entre des dessins proposés par Benoît et puis Ah. comment tu concevais ce crétin de machin? Alors, deux choses. Il n'y a eu aucune opposition, déjà de l'éditeur, Slatkin. Mhm. Hein. Mhm. Eux, Ah oui, ça c'est pas de l'auto-édition, hein. Non, C'est non. Slatkin qui distribue. Voilà, et c'est vrai qu'on on a eu deux, trois éditeurs qui ont démontré un intérêt, ce qui était déjà pas mal parce qu'on a pu. Mais finalement, Slatkin, on a tout de suite ça a assez bien collé et ils n'ont pas du tout, je dis, ouais, eu un regard, je dirais, par rapport à ce travail d'ajout de dessin. Ils étaient plutôt curieux de voir ce que ça allait donner parce que c'est quand même un format qui est un peu hybride. Ça reste un roman mais avec l'appui du dessin. Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté avec eux. Donc, super collaboration déjà avec l'éditeur. Et puis, on a beaucoup parlé avec Benoît. On a beaucoup parlé en amont pour dire, OK, comment tu vois les choses, etc., etc. Et quand j'ai reçu la maquette, moi j'étais presque sous le choc. J'ai mis un bon moment pour m'en remettre. Parce que c'était tellement proche de ce que j'imaginais. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup en amont. Mhm. Mais ça a été vraiment collé à ce qu'on avait discuté ensemble. À un moment donné, naturellement, il faut annoncer la disparition du chien Oui. aux enfants. Oui. Je ne spoil pas parce que c'est au début du livre. Et puis tout ce chapitre-là, pratiquement, c'est vraiment une bande dessinée, ce chapitre. Est-ce que c'est parce que ça devait coller aux enfants ou bien c'est venu comme ça par hasard, il s'est dit, je fais ce chapitre en... Non, alors collé aux enfants, j'ai pas réfléchi à ça. Il fallait pas que ce soit collé aux enfants. Non, mais, mais c'est-à-dire l'annonce aux enfants, oui. et je me suis dit, tiens, j'ai mes petites bulles. Ah non, spéciales, alors etc. d'accord. Voilà. Non, pas du tout. Par contre, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas réfléchi en disant ça peut être lu par un enfant ou pas. D'accord. Je pense que les enfants peuvent lire beaucoup de choses, comme les adultes, ils ont juste des clés de lecture un petit peu différentes, et puis ils vont voir des gags un peu différemment. Donc ici, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Non, je pense que c'est un hasard. Coïncidence. Coïncidence que c'est arrivé comme ça. Mhm. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être lu par des enfants. Il y a un ou deux passages où ils vont peut-être pas tout comprendre, le deuxième sens qu'il y a derrière les mots. Et ça, j'avais trouvé assez sympa, finalement, d'avoir quelque chose qui puisse être lu par des 7 à 77 ans, sans que ce soit vraiment voulu, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et puis l'accueil, maintenant, pas du Ouais. spectacle, parce que tu as eu beaucoup de succès, enfin pas mal de succès pour le moment, mais l'accueil, on va dire, du livre par Ouais. rapport aux gens qui ont vu ton spectacle, Mhm. parce que ça, c'est pas ton spectacle. Hein, Non. on est bien d'accord. Peut-être ça sera quelque chose un jour, mais c'est pas ton spectacle. Alors comment ils ont D'accord. reçu ça? Moi, je reviens sur une question au tout départ, où tu as parlé le saupoudrage. Mhm. En fait, on aide beaucoup les artistes à créer, alors pas dans l'édition, parce que les premiers livres qu'on édite, il y a peu de soutien. Il faut d'abord démontrer qu'on est capable d'intéresser un éditeur. Enfin, il y a eu des possibilités de soutien, il y a des possibilités de soutien, mais enfin voilà. Mais une fois que l'œuvre, elle est là, elle est créée, donc c'est important d'avoir des dispositifs de soutien pour faire connaître ces œuvres. Donc il y a plein de livres qui sont nettement mieux que ce crétin de machin et qui passent totalement inaperçus des radars. D'accord ? Il y a des centaines de livres.
qui paraissent chaque semaine. Allez dans une librairie, vous allez voir le nombre de bouquins qu'il y a, quoi. Je veux dire, et chaque semaine, c'est comme ça. Donc on a eu un très bon accueil. On a dû réimprimer le livre, donc on arrive à 2000 tirages. Alors il n'y a pas tout qui est encore vendu, mais pour un premier ouvrage, c'est déjà pas mal du tout parce qu'il a eu une super vie. Il a intéressé les médias. On a passé au Grand Soir à la RTS, à différentes émissions télé, etc. Pas au niveau de la radio suisse romande, enfin Canal 9, différentes radios régionales, Radio Fribourg, etc. Donc il y a eu quand même un intérêt pour cet ovni un petit peu littéraire, ce qui est une chance fantastique, parce que la diffusion de l'œuvre, elle est capitale. OVNI, on est d'accord, tu dis OVNI, parce que c'est ce binôme qui fonctionne de manière... On n'a pas l'habitude de trouver un... Non, et les libraires ne savent pas nécessairement où le placer. C'est un roman, il est considéré comme tel par l'éditeur, par toute une série de librairies, et puis il y a d'autres librairies qui vont se dire « Ah tiens, il y a du dessin, c'est de la BD. Ah non, c'est pas de la BD, il y a trop de texte, c'est un roman graphique. Ben non, c'est pas un roman graphique. Puis alors, pour le faire vendre, parce que j'ai pas honte de dire qu'il faut lire ce crétin de machin, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Oui. On le lit très rapidement, dans la foulée, et puis on passe un bon moment, et voilà. Donc, alors c'est vrai que nous, on a eu de la chance aussi, parce que plusieurs, je dirais, journalistes ont aimé le style, le format, etc. Puis ils en ont parlé. Donc non, je suis très très content de la vie, peut-être petite par rapport à certains autres tirages, mais pas si petite par rapport à d'autres. Ça dépend toujours à qui on se compare. Et puis alors les projets, c'est quoi les projets de Jacques Métraillé, on va dire, la prochaine année? Là, je suis en train 2024, voilà. 2024, on est en train de réfléchir à comment relancer une tournée avec l'effet libellule. Donc là, il y a 2-3 pistes pour quand même continuer à faire vivre ce spectacle. Et puis, j'ai lancé des pistes. On est avec une canne à pêche, puis on lance, et puis on va regarder où ça mord. Donc j'ai plusieurs projets un petit peu en cours, comme ça, en théâtre, un spectacle est déjà écrit, donc je suis en train de regarder où est-ce que ça va mordre pour m'occuper en 2024. J'attends encore un peu. Et tout seul sur scène? Alors tout seul sur scène, ça va être l'effet libellule, cette reprise-là. Il y a un spectacle qui est écrit, mais j'aimerais faire d'autres choses avant. J'aimerais pas me relancer tout de suite dans un one-man show. J'aimerais volontiers faire un peu de radio, mais je dois travailler encore. Il y a des capsules vidéo. Il y a plein de projets que j'ai lancés comme ça, puis on verra où est-ce que ça mord en premier. Donc je ne peux pas encore tout à fait répondre à cette question. Je me réjouis d'y répondre. Est-ce que je me trompe si je disais que Jacques Métraillé, s'il pouvait vivre que de cet aspect culturel et de ce dont on a parlé dans la deuxième partie, il foncerait dessus sans problème s'il n'y avait pas ce risque, on va dire, financier, entre guillemets, peu soluble? Ouais. Alors, là, il y a différentes façons de voir, mais c'est clair que si je pouvais vivre uniquement de ma passion, ce serait quelque chose certainement qui serait fantastique, mais qu'il faut aussi être très réaliste. Et puis vous savez, quand on vit de la scène, c'est de toute façon multicorde. On donne des cours, on fait de la radio, on fait de la télé, on fait des spectacles, on fait de la mise en scène, Donc, de toute façon, c'est une multitude d'activités qui fait qu'on arrive, de vivre que du spectacle. C'est une multitude d'activités artistiques qui permettent d'avancer. Et je crois aussi qu'on peut faire un chemin artistique vraiment sympa et je dirais de qualité, en ayant aussi une autre activité professionnelle. C'est pas obligatoire de pousser au professionnalisme partout. On parle de l'écriture. On peut avoir des écrivains qui vont avoir un chemin fantastique en ayant un autre métier. Il y a des acteurs, comédiens qui sont profs et qui font des parcours fantastiques. Il y a plein de schémas possibles. Donc, pour répondre à ta question, c'est clair que ce serait toujours un idéal, mais j'ai discuté avec un artiste professionnel qui me dit de toute façon, professionnel ou pas, tu n'as jamais le temps qu'il faut pour aller au bout des choses.
Et j'ai aussi eu la chance d'avoir quand même eu une activité professionnelle très stimulante. Directeur du centre de cautionnement et de financement, c'est assez varié, c'est pas de tout repos. Mais ton mais c'est expérience dans le domaine des créations d'entreprises, Ouais. et puis, etc., un jeune qui, à 20 ans, doit se décider pour une voie et qui sent la passion, on va dire, du théâtre, etc., dont on sait que les débouchés, c'est pas extraordinaire. Le père de famille que tu serais, que tu imagines là, il donnerait un conseil ou il dirait suis ton instinct? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un travail où il y a de hautes périodes très intenses et des périodes un peu plus d'accord. Et comme je connais très bien notre cycle, j'ai une très très grande flexibilité. Et il y a des périodes où je travaille à 80% et des périodes à 120%. Et puis globalement, l'idée, je vais bientôt pouvoir réduire mon temps de travail d'économiste pour faire une activité artistique aussi professionnelle un peu plus équilibrée. Mes enfants, moi je suis très clair, je les pousse à aller dans la direction artistique s'ils le souhaitent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations certifiantes, il y a des processus, il y a des débouchés même plus grands qu'à l'époque. On voit le développement des chaînes Netflix et autres, avec une multiplication des films. Les gens, il y a des possibilités, parce que c'est beaucoup plus structuré, d'avoir, je dirais, un parcours artistique qui peut peut-être pousser aussi à enseigner ou à avoir d'autres... Maintenant, j'ai 4 enfants, c'est pas... comment dire ça? C'est pas un sujet pour les 4. Il y a certains de mes enfants pour qui c'est pas du tout, c'est pas que je pousse à aller dans cette direction-là. Par contre, s'ils sentent l'appel, il faut qu'ils y aillent parce que je pense que s'ils sentent l'appel, ils vont trouver leur chemin. Alors, quand j'ai les humoristes aujourd'hui en 2023, moi qui suis un peu plus âgé que toi, je me dis qu'au niveau de la liberté d'expression, on a régressé de manière absolument incroyable. Et c'est Charlotte Gainsbourg qui disait de son père Serge Gainsbourg qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il a fait si on était aujourd'hui, etc. Quel est ton regard ici? Je montre dans les ruines de Gaza que j'ai déjà présenté à une autre émission, mais quel est ton regard, par exemple, sur cette polémique qu'il y a eu avec Guillaume Meurice qui a cru faire rire en utilisant les signifiants du président, du Premier ministre israélien avec le prépuce hitlérien. Je ne vais peut-être pas essayer de parler de ce cas-là. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent, les humoristes sont plus des snipers, des dénonceurs, des donneurs d'alerte. Bon. Alors, il y a peut-être dans certains cas, je dirais, une certaine justification. Moi, je suis moins dans cette veine-là. Je pense que chacun est libre aussi de faire une autocritique de ce qui se passe, etc. J'ai pas la prétention que personne attende que je dénonce quoi que ce soit. Moi, je veux divertir, je veux faire rire. Alors, c'est ton regard, parce que naturellement tu es dans cette catégorie-là, mais c'est ton regard dans cette catégorie d'humour, ceux qui sont plus des snipers. Oui. Est-ce que par, on va dire, apaisement social, doivent-ils être censurés? Alors, je pense que dans le cas cité tout à l'heure... De façon générale, disons, mais tu vois, dans le cas cité tout à l'heure, il a fait une expérimentation, il y a eu une forte réaction, et ensuite il a signé derrière avec une autre chronique où il est revenu dessus. Alors, je ne sais pas si le retour dessus était nécessaire, d'accord? Parce que, bon, c'était pour dire, ouais, bon, voilà, je fais ce que... libre à lui, pourquoi pas. Moi, je pense quand même qu'il faut avoir un discours un petit peu plus modéré sur certains sujets, parce qu'avec l'humour, on ancre certaines choses. Et ça, moi, j'ai appris beaucoup avec Sandrine, que finalement, il y a peut-être certains sujets qui pouvaient être drôles à une époque, et puis que ça peut toujours être drôle, mais est-ce que c'est nécessaire de revenir dessus, ou est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'ouvrir pour ouvrir les esprits vers un peu plus de modernité?
toute modestie, hein, on ne va pas changer le monde avec un spectacle, mais quand même, à force de tout le temps assonner, je dirais, des clichés, d'anciennes choses, etc. Alors là, personnellement, moi j'ai changé un petit peu, je suis en train d'essayer de changer un petit peu le mode d'écriture pour moins utiliser des clichés sur certains sujets. Alors, par rapport à cette activité de sniper, personnellement, elle est certainement nécessaire, mais il faut Donc, quand même avoir un peu de retenue parfois quand... Toi, tu dirais que c'est pas dans ton caractère impulsif immédiat, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Puisque j'ai abordé un peu sans réflexion ce cas de Guillaume Meurice, je dis à tout le monde d'aller lire la critique extraordinairement féroce et sévère, documentée de cet humour-là par Tristan Bannon dans Franc-Tireur, qui en fait, sa critique, elle porte pas spécialement sur ce cas-là, mais elle fait remonter ce cas à toute une série de gags similaires, on va dire anti-riches, anti-juifs, etc., qui fait que la série là devient très dangereuse et que, c'est vite dit, à la fin, elle se demande s'il ne va pas tomber dans l'enfer de Dieudonné. Donc il va très loin. Hein, bon exemple, j'ai revu il y a 2 semaines certaines séquences du spectacle actuel de Dieudonné. Alors maintenant il a quand même mis encore un peu, il a quand même mis un peu d'eau dans son vin actuellement, machin et tout. Alors je sais pas si c'est un spectacle vraiment super récent, enfin bref, ces dernières années. Il est seul avec un micro, d'accord, et on voit l'attention du public. Et moi je me suis dit, mais quel talent fantastique, dommage que ça soit peut-être pas utilisé pour d'autres thématiques. Voilà, parce qu'en fait ça s'est desservi lui-même. Mais un talent fantastique, qui pourrait peut-être être utilisé pour pas attiser certaines choses ou calmer, même si nous, il a un talent qui est remarquable. Alors peut-être je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais enfin, voilà, c'est pour expliquer que de nouveau, quand on a la possibilité d'être un porte-parole de certaines thématiques, peut-être que... Et ton prochain spectacle, c'est lequel alors je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est programmé aujourd'hui, dans une salle précise, etc. Alors, on aura une soirée multi-humoriste que Jacques Métraillé invite, des humoristes de Suisse romande, au Théâtre Comico, c'est en février-mars. Et alors, maintenant, plusieurs séances ou bien? On aura plusieurs séances. Donc, c'est au nord de la ville de Sion. Hein. Alors, c'est au Théâtre Comico. Là, j'attends les confirmations. J'en ai eu 2 ou 3 aujourd'hui. Je me réjouis de ça. Et puis, on est en train de fixer les dates pour l'effet libellule à Nanda et certaines représentations dans des lieux un peu insolites. Donc, je ne peux pas encore tout à fait les annoncer, puis ça va dépendre. On est encore en train de réfléchir, est-ce que ce sera lors du 1er semestre ou lors du 2e. L'idée serait quand même qu'on puisse à un moment donné présenter ce spectacle dans des théâtres en 25 ou 26. Donc on veut le garder chaud, ce spectacle. Alors, on a fait presque 1 heure et je termine en disant merci pour ce moment, Jacques Métraillé, et à bientôt, peut-être avec Benoît, s'il accepte l'invitation. Exactement, invite-le, il sera super.